Vous savez ce qu'ils mettent dans l'eau? Du fluor. Ouais, du fluor. Sous prétexte que ça renforce vos dents. C'est grotesque. Vous savez quel effet ça a réellement sur vous? Ça affaiblit votre volonté. Ça vous ôte toute liberté d'esprit et toute créativité. Et ça fait de vous un esclave de la société. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses, je vous remercie pour votre visite. Un paranoïaque est-il porteur d'une vérité et ou complotiste? Alors ce titre est le fil directeur de l'élaboration dans cette vidéo, parce que j'ai l'intention de vous décrire la manière dont la vérité est inscrite dans la quotidienneté d'un individu porteur d'un diagnostic de trouble de personnalité. Comment elle peut être sous les effets d'un prisme qui sont ses propres traits de personnalité pathologiques. Je vous rappelle que le diagnostic de trouble de personnalité s'inscrit dans un champ du savoir de spécialistes, psychiatres, psychologues, et pour porter ce diagnostic, je vous propose, et je le fais dans toutes les vidéos, le manuel diagnostic statistique des troubles mentaux, qui est révisé environ tous les 5 ans, dont voici l'avant-dernière édition. C'est un manuel qui a une intention phénoménologique. Ça veut dire tout simplement qu'il répond à la question du comment. Il n'y a pas dans cet ouvrage de causalité. Il n'y a aucune réponse à la question du pourquoi. Il n'y a aucune indication sur l'origine d'un trouble, sur la génétique, la psychologie, la sphère cognitive, etc. etc. La seule réponse donnée, c'est la réponse à la question du comment. Ce qui rend ce manuel assez pratique dans les échanges internationaux. On peut parfaitement poser un diagnostic de trouble de personnalité paranoïaque au Japon, en Afrique du Sud ou à l'extrême nord du Canada. Bien entendu, en tenant compte de ce qu'on appelle la dimension culturelle. Donc les troubles de personnalité comportent un certain nombre de critères. J'ai eu l'occasion de publier 9 vidéos qui décrivent chacun des troubles de personnalité et leur illustration dans le cinéma hollywoodien. Alors, il peut y avoir 2 malentendus à ce propos. Le premier, c'est que les traits de personnalité ne sont pas des traits de caractère. Les traits de caractère sont assez rigides, observables et permettent de définir sommairement un individu. Ils n'ont aucun caractère dynamique, contrairement aux traits de personnalité. Par exemple, il aime l'argent pour l'argent. Il va se montrer plutôt avare, pour ne pas dire radin. Mais avare pour des petites sommes. Par exemple, il va batailler avec ses enfants pour des histoires d'argent de poche, ou avec un conjoint ou une conjointe pour une histoire de garde-robe à renouveler. Il vit donc constamment bien en dessous de ses moyens réels. Il peut se montrer prodigue de manière inattendue, avec des dépenses qui sont le plus souvent inutiles. Par exemple, toute l'année, c'est la bagarre à la maison parce qu'il se montre radin, et au printemps, il dépense une somme très importante pour l'acquisition d'une tondeuse particulièrement sophistiquée. Ou alors il va prêter une somme importante à un collègue de travail qui va lui faire le coup de l'escroquerie à l'amitié et qui bien entendu ne lui rendra jamais l'argent. D'une part. D'autre part, pour définir ces traits, on utilise un certain nombre d'adjectifs, de qualificatifs, qui peuvent pour certains avoir des connotations morales et faire référence par exemple à un héritage occidental chrétien. Si je dis qu'un des traits de personnalité de l'obsessionnel compulsif, c'est l'avarice, ça peut connoter et être illustré par ce qu'on appelait à l'époque les péchés capitaux. Il y en a 7, dont l'avarice. Je vous rappelle qu'un péché capital, il est capital parce que c'est lui qui va engendrer d'autres péchés, d'une part, et d'autre part que le péché capital le plus inquiétant et le plus grave, c'est la paresse. Parce que le diable peut plus facilement prendre possession du corps du paresseux pour se travestir et pour, comme on dit, accomplir ses basses œuvres. Le diable étant lui-même un ange déchu. Il ne se présente jamais comme étant lui-même. Le comble, ça serait de faire croire qu'il n'existe pas. Je vous rappelle, à propos de Hollywood, que 50% de la population nord-américaine croit en l'existence du diable. Ceci peut créer des malentendus. Mais on ne peut pas faire autrement que d'utiliser certains qualificatifs pour décrire un trouble de personnalité. La vérité, elle se définit comme une qualité donnée à une information qui nous permet de dire ce qui est et comment cela est, à propos de la réalité. La réalité est indépendante de la vérité. Donc la vérité évoque quand même une certaine solidité, une certaine fiabilité.
Par exemple, si je vous donne la définition d'un mammifère, la voici. C'est une définition qui est scientifique. Ce qui me permet, moi, et tout un chacun, quand je regarde un éléphant, ben c'est un mammifère, hein, parce qu'il a un certain nombre de critères correspondant à cette définition. Alors, le titre de la vidéo pose 2 questions. Et la réponse à ces questions, c'est oui. Le paranoïaque est un trouble de personnalité qui comporte un certain nombre de critères. La plupart de ces critères ont de près ou de loin à voir avec la vérité. Par exemple, le paranoïaque, si on est gentil avec moi, c'est pour mieux me tromper. Et s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je ne fais confiance à personne. Ceux qui me connaissent mes faiblesses et ils pourraient en profiter. M'aimes-tu vraiment? Me caches-tu quelque chose? Tous ces qualificatifs ont à voir avec la vérité. D'autre part, le paranoïaque est porteur d'une vérité. Cette vérité, c'est la sienne. Le paranoïaque pense que le monde est comme lui le pense. Je répète, le paranoïaque pense que le monde est ou fonctionne comme lui pense qu'il est ou fonctionne. Il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas d'opposition. Ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il exprime, c'est la vérité, à peu de choses près. Je vous rappelle que dans le cinéma hollywoodien, le héros est porteur d'une vérité. Mais cette vérité, elle est naturelle. Elle est chez tout un chacun. Dans le cinéma hollywoodien, les vérités comme par exemple l'amour triomphe de tout. Une seule voix fait la différence. Il faut être honnête avec soi-même, etc. Et le héros est comme vous et moi, à l'origine. Il est unique, il est imparfait, il a des forces, des faiblesses. Et il se retrouve dans une intrigue où il va traverser des épreuves, des conflits, pour arriver à un moment où il va prendre conscience de ses propres valeurs, de ses propres choix. Et ce moment où la vérité qui est la sienne devient audible et peut-être universelle. Donc le héros est porteur d'une vérité. Tandis que le paranoïaque, lui, la vérité, c'est pas dans sa nature. C'est quelque chose qu'il construit. En général, dans la sphère intellectuelle, il est fasciné par la logique. Il va construire cette vérité en se basant sur un ensemble de postulats, de prémices, de perceptions, d'interprétations qui le plus souvent sont erronées. Il va par exemple faire la confusion entre jugement de valeur et jugement de fait. Dire c'est un voleur et il est arabe, ça c'est un jugement de fait. C'est un voleur parce qu'il est arabe, c'est un jugement de valeur. Et je le répète, comme il est fasciné par la logique, vu de l'extérieur, les choses tiennent. Hein, s'il a une théorie ou s'il pose un problème, ça paraît cohérent. Et de surcroît, s'il se propose pour donner des réponses, en général, il a, comme dirait Coluche, il a tout faux. C'est quand la réponse est oui. Le paranoïaque est porteur d'une vérité. Un paranoïaque a la réputation d'être courageux. En fait, il est téméraire. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à surestimer ses propres capacités et à sous-estimer toute adversité, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Quand un paranoïaque s'exprime publiquement, il faut l'écouter attentivement, parce qu'il est le seul à être capable, par exemple, de mettre, comme on dit sur la table, des questions, des problèmes que la majorité n'est pas capable de faire. Tout un chacun étant bridé par sa propre éducation, sa pudeur, son autocensure, son devoir de réserve, son conformisme, etc. Donc bien entendu, il faut l'écouter, parce que le sujet peut être intéressant. Ça incite donc à bien entendu prendre du recul par rapport à ce discours. Est-il complotiste? Oui, et potentiellement il l'est. Pourquoi? Parce que en arrière-plan de cette logique, il y a le plus souvent une dimension persécutive, qui n'est pas spectaculaire, qui peut être implicite, mais qui de toute façon a comme illustration ce qu'il décrit, c'est-à-dire qu'il y a quelque part un mauvais objet, quelque chose qui lui veut du mal, qui le persécute de manière plus ou moins spectaculaire. Ce mauvais objet, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être animé, inanimé, ça peut être un système, peu importe. C'est ce qui focalise sa haine et qui peut faire de lui ce qu'on appelle un persécuteur persécuté.
On peut observer ceci lorsque cela arrive, que le paranoïaque devient délirant. À ce moment-là, la limite entre les traits de personnalité et de délire s'efface et les choses deviennent plus systématiques. Par conséquent, le paranoïaque est un complotiste ou un conspirationniste. Je vous rappelle que dans la langue de bois, dans le lexicon de bois, complotiste, conspirationniste, ce sont des hyperboles. Voici une liste des principales hyperboles que l'on peut entendre fréquemment dans les médias contemporains. Certains sont particulièrement inquiétants, terroristes, fascistes, racistes, etc. L'effet hyperbolique peut être fabriqué avec un préfixe. Qui sont des vignettes destinées à engendrer chez le récepteur la peur, l'autocensure, et surtout à rompre tout débat contradictoire. Puisque dorénavant, le récepteur, il est inscrit un cliché, une image, une étiquette publique, dont d'ailleurs il aura beaucoup de difficultés à se séparer. Et c'est fait pour ça, c'est fait pour menotter le récepteur. Le paranoïaque lui-même devient complotiste. Et il faut aussi faire la différence entre ce que l'on appelle un comploteur ou un conspirateur. Un individu qui, lui, par contre, n'est pas persécuté. Il est l'acteur de sédition, de coup d'État, de cabale, où il a un rôle très actif. Les mots comme conspirationniste ou complotiste appartiennent plutôt au vocabulaire contemporain. Je vous propose 5 autres trous de personnalité qui sont parmi les plus expressifs et d'observer comment la vérité, elle aussi, peut être non pas travestie, mais peut subir les effets du prisme de leur propre trait de personnalité. Le narcissique. I am big. Alors, parmi les traits de personnalité plus fondamentaux, c'est le fait que le narcissique est constamment en attente que la réalité lui renvoie une image grandiose, le héros, un être exceptionnel, un être unique. C'est très important, il se croit unique. Et paradoxalement, il est jaloux d'individus dans la célébrité publique. Et il est persuadé que ces individus sont même jaloux de lui. Dans le film Watch Out, le personnage pivot est narcissique et sexuellement fasciné par lui-même. Je suis quelqu'un qui est à part. Et il pense qu'il ne peut être compris que par des gens qui sont eux-mêmes uniques. Et d'une manière générale, les gens qui éventuellement s'occupent de lui, eux-mêmes, sont exceptionnels. Il a le meilleur médecin, le meilleur coiffeur, le meilleur couturier, etc. Donc il est un personnage spécial qui est en attente de recevoir des choses spéciales, d'avoir des égards. Quoi qu'il en soit, il ne peut être compris que par des gens spéciaux comme lui. Donc c'est un personnage qui, par ailleurs, méprise les gens qui ne lui renvoient pas cette image. Il a donc besoin d'être admiré, d'avoir autour de lui des gens qui passent leur temps à lui faire des compliments, de se croire illustre. Et paradoxalement, il est aussi envieux. Pour obtenir ce résultat, il va se montrer séducteur, manipulateur. Par exemple, le tueur en série Ted Bundy, une fois condamné à mort et peu de temps avant d'être exécuté, ne cesse de tenter de négocier avec les autorités judiciaires en prenant les familles des victimes en otage depuis sa cellule. Comment ? Tout simplement en faisant valoir qu'il serait capable de donner la localisation des dizaines de jeunes femmes qu'il a assassinées, ce qui est faux. Il n'a aucune empathie, tout en faisant croire qu'il est attentif aux besoins des autres. Dans ce scénario, la vérité, il vaut mieux la mettre de côté. D'autant que le narcissique est capable de travestir la vérité, c'est-à-dire de se déguiser, de faire croire à une autre personnalité, à des diplômes factices, à un passé imaginaire. La vérité ne lui est d'aucune utilité, dangereuse, surtout s'il est démasqué. L'antisocial. Alors l'antisocial, la vérité, lui, c'est un obstacle. Il faut soit le surmonter, ou plutôt, et c'est très facile, l'éliminer, la détruire. Ce qui préoccupe l'antisocial, c'est d'obtenir ce qu'il a envie d'obtenir au moment où il a envie de l'obtenir. Il n'y a pas de perspective. Alors pour obtenir ce qu'il a envie d'obtenir, le plus souvent ce sont des gratifications sexuelles, amoureuses, financières, professionnelles ou autres. Il va se montrer impulsif, agressif, manipulateur, cynique.
Il exploite autrui, en particulier les gens qui ont certaines faiblesses ou une certaine vulnérabilité, comme on dit. Il peut être hors la loi, ou tout au moins naviguer dans ce qu'on appelle une zone grise. Danny Balint, qui est juif, devient leader d'un groupuscule néo-nazi. Not the idiotic. Fuck you. Fuck you. That explains it. Now we understand. Il prend des risques, sa vie est instable, sur tous les plans, il n'assume pas ses responsabilités, il peut parasiter des gens. Donc, dans ce contexte, la vérité, c'est un ennemi. Alors, pour l'histrionique, la vérité, ça reste quelque chose d'assez superficiel. C'est un individu qui se met en scène constamment, il veut être le point de mire, il veut être le centre de toutes les attentions, il veut se sentir désiré, passe beaucoup de temps dans le paraître, dans la représentation, comme on dit. Il est séducteur, il a des attitudes sexualisées qui peuvent prêter à confusion, il est dans l'hyperexpressivité émotionnelle. Tout événement est vécu de manière excessive, il peut se montrer familier de manière inadaptée. Donc la vérité, pour l'histrionique, ça reste superficiel, ne sachant même pas lui-même comment il est au moment où il fait sa vie. La vérité n'apportant rien de plus à ce qu'il peut représenter. I already have a job. No, don't give a second thought as to who's going to pay the mortgage. We'll just leave it all up to Carolyn. You mean you're going to take care of everything now, Carolyn? Yes, I don't mind. I really don't. You mean everything? You don't mind having the sole responsibility? Your husband feels he can just quit his job and you don't... Will someone who's going to pay please the pass back me? L'obsessionnel compulsif. Alors pour l'obsessionnel compulsif, la vérité, il va se l'accaparer pour l'inscrire dans ce qui le préoccupe quotidiennement, c'est-à-dire l'éthique, la morale, les codes, ce qui peut alimenter les scrupules, la culpabilité, l'indécision. On dit que c'est un maître à penser sans agir. Donc il faut quelque part qu'il puisse contrôler la vérité, non pas à des fins maléfiques ou délétères, pour calmer son inquiétude. Alors, je vous rappelle que l'obsessionnel est ordonné, perfectionniste, collectionneur, bourreau de travail, psychorigide, avare, entêté. Dans le film Matchstick Man, l'acteur Nicolas Cage joue le rôle de Roy, un escroc qui est obsessionnel. Tell me you've left the house in 3 days. 1, 2, 3. Have you eaten anything in 3 days? Besides canned tuna? Anything else? Dirt. Obviously, I have a lot of ticks. These distractions affected you workably? Donc la vérité, il faut qu'elle coïncide avec sa propre éthique. Alors si par exemple, il est inscrit dans une organisation de travail, où à un moment donné, on va l'obliger à faire ou à dire des choses qui ne coïncident pas avec une éthique et qui s'est fabriquée dans le champ de son travail. Ça va le rendre agressif. Et surtout si, à un moment donné, il se retrouve dans une zone grise au plan juridique, ou même dans une infraction, il peut à ce moment-là devenir, comme on dit, un lanceur d'alerte. Parce que ce qu'il fait, ça ne correspond pas à son éthique. Donc la vérité ne peut être qu'une alliée à condition qu'elle coïncide avec ce qu'il lui perçoit de cette vérité. Le dépendant. Le dépendant est un individu qui est essentiellement préoccupé par la peur de se retrouver seul, de se retrouver à se débrouiller tout seul, de ne plus avoir d'étayage, de soutien. Par conséquent, il passe son temps à chercher une dépendance avec quiconque, un groupe, un individu ou autre. Donc il se montre fidèle, loyal, il n'est pas conflictuel, très gentil, serviable. Il est prêt à tous les compromis pour garder ce lien, permet de le sécuriser. Le film Anything Else met en scène un jeune auteur dépendant, lui-même manipulé par son patron, son psychanalyste, sa femme. I can't believe I'm in love with a smoker. Don't. Why not? I can't. Do you love me? What a question. I need a doctor. I don't think you need a doctor. I'm just checking your glands right now. The doctor had better sex examining her than I've had in 6 months. What should I do? What do I do? What would you do? Et ce, afin d'obtenir une aide, un soutien qui n'est pas objectivement justifié. Dans ce scénario, la vérité, elle est inaudible. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait compromettre cette dépendance. Et par exemple, si de l'extérieur, on suggère à un dépendant de mettre un terme ou de mettre une distance dans une relation qui est dysfonctionnelle, où il est lui-même dépendant et où son partenaire soit est dans la codépendance, soit par exemple est un manipulateur qui
se gaver de ses émotions. Bon. À ce moment-là, comment va-t-il réagir? Le plus souvent, il ne va pas donner suite à ce qu'on lui suggère, ou s'il le fait, il le fera de manière très provisoire pour aussitôt reprendre ce lien avec un individu qui, vu de l'extérieur, est complètement infréquentable. Toujours pour garantir une forme de sécurité. Donc pour conclure, de manière provisoire, je partage ici une anecdote qui est la suivante. Au cours du 9/11, je travaillais à l'époque en Amérique du Nord, avec le décalage horaire, ma mère me téléphone pour prendre des nouvelles, tout va bien. Et un peu plus tard, elle téléphone à une copine d'enfance, new-yorkaise, elle-même mariée avec un haut gradé de l'US Air Forces. Tout va bien, elle vit à New York. Et avant de la quitter, sa copine lui dit « Ma chérie, tu n'imagines pas ce que les Américains sont capables de faire. » Une phrase banale, mais qui se situe quelques heures après cette tragédie. Et on est à des mois ou à des années avant que se développe un certain nombre de théories à propos du 9/11. J'ai bien connu cette dame qui, en aucun cas, n'a un diagnostic de trouble de personnalité paranoïaque. Tu n'imagines pas ce que les Américains sont capables de faire. Complot de Richard Donner dans lequel Mel Gibson joue le rôle de Jerry, un chauffeur de taxi présumé paranoïaque et adepte des théories du complot. Jerry Fletcher has theories. The whole Vietnam War was fought over a bet that Howard Hughes lost to Aristotle Onassis. Some would call his theories crazy. You're telling me that NASA is going to kill the President of the United States with an earthquake? Not exactly the kind of thing a Secret Service agent can, just throw himself on top of. He writes them in his newsletter. This is the third issue this year. Conspiracy theory. He sends them out, and she is the only one he trusts. Now, one of his theories is true. Can you prove any of this? Absolutely not. Only he doesn't know which one.